Pof, 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 3-4, 3-4. Oh, ça marche, ça marche. Formidable. Agnès Levallois est là, notre invitée, vous la voyez en petit, mais on va vous voir en grand, ne vous inquiétez pas. Vous êtes déjà venue sur les lieux du crime il y a 40 ans. Là, je me permets d'ironiser un peu parce qu'après, on ne va pas rire du tout. Ouais. Vous avez donc étudié ici? Oui, j'étais en fait étudiante à l'Institut des langues orientales, étudiante en langue arabe. Et comme les Languezo à l'époque ne délivraient pas de diplôme reconnu sur le plan national, on pouvait faire notre licence à Sancier dans ces locaux. Dans les locaux, voilà. Et comme je vous expliquais, ces locaux aujourd'hui sont pleins d'amiante et sont loués à 7 étages. Il y a surtout des associations de migrants, d'alphabétisation, d'aide administrative. Il y a quelques médias alternatifs. Il y a des artistes, il y a des artisans, il y a des bohémiens. Et nous sommes bien ici, voilà. Et merci pour votre sourire absolument éclatant de si bon matin. Je ne sais pas si on va pouvoir le garder longtemps, vu le sujet. Vous venez pour le livre noir de Gaza. C'est préfacé par un ami de la police, un ami des services, Ronnie Broman. On va en parler. Le livre noir de Gaza, c'est un certain nombre de chapitres avec des courtes introductions rédigées par des gens qui savent de quoi ils parlent, dont vous, et agrémentées, si je puis dire, illustrées par des rapports d'ONG, des articles de journaux, quelques fragments de blog, voilà, une lecture à plusieurs niveaux. Comment vous est venue cette idée, et plus exactement, ça répondait à quel besoin chez vous? En fait, je dois dire déjà au préalable que c'est une idée du directeur du Seuil de l'époque, qui entre-temps Hugues Jalon, qui a quitté ses fonctions et qui, au regard de la situation dans la bande de Gaza, dès le mois de janvier, s'est dit qu'il voulait absolument qu'il y ait un livre noir de Gaza pour documenter ce qui se passait dans ce territoire qui, comme vous le savez, est un territoire sous blocus, donc interdit aux journalistes internationaux, interdit aux observateurs. Et donc, l'idée, c'était de sortir et de faire en sorte que cette bande de Gaza ne soit pas ce trou noir dans lequel il se passait déjà quand même un certain nombre d'horreurs et qu'il fallait absolument documenter. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été contactée et qu'on m'a proposé de rédiger, de travailler sur ce livre noir. Et très vite, j'ai commencé évidemment à faire des recherches pour savoir exactement... Attendez. Agnès, pourquoi vous avez été contactée? Parce que je travaille... À quel titre? Parce que vous êtes quoi, vous? C'est quoi ce machin-là qui s'appelle IREMO? C'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait des études d'arabe, donc aux langues orientales. J'ai vécu 2 ans en Syrie à l'époque pour parfaire ma connaissance de cette langue. Et ça fait donc maintenant un peu plus de 40 ans que je travaille sur cette région du Proche et du Moyen-Orient. J'ai eu différentes fonctions, mais aussi de journaliste, puisque j'ai été directrice de l'information de RMC Moyen-Orient, qui est la filiale arabophone de RFI, et j'ai également créé la chaîne arabe de France 24. Donc, tout ce parcours, entre autres, m'a permis... C'est un beau tableau, ça va. Ça m'a permis d'acquérir une certaine compétence sur cette région. Et donc, une éditrice du Seuil qui m'avait croisée m'a proposé de rédiger en estimant que j'étais quelqu'un qui pouvait faire ce travail avec la volonté de faire ce travail de la façon la plus distancée possible et en même temps de vraiment dire, expliquer, donner à comprendre ce qui se passe dans ce territoire que je connais, puisque je suis déjà évidemment allée dans cette bande de Gaza. Alors c'était avant évidemment le 7 octobre, et ça faisait, je dois reconnaître, plusieurs années que je n'avais pas mis les pieds, parce que ces dernières années, c'était déjà de plus en plus difficile de se rendre de la bande de Gaza, puisqu'on parle du blocus hermétique depuis le 7 octobre, mais ce blocus a commencé bien avant. Mais donc c'est un territoire que je connaissais, une région que je connais. Vous savez que vous n'êtes pas sur France 24, vous avez du temps, hein. Oui. Je veux dire, France 24, quoi, le temps long, c'est quoi? C'est 10 minutes? Non, mais là, 10 minutes, nous, c'est le temps de dire bonjour. Hein, c'est à l'oriental ici, hein, on discute longtemps. Hein, oh là là. En fait, j'ai tellement envie de dire des choses. Ne lâchez pas tout d'un coup, je veux dire. C'est un peu le problème, c'est vrai que j'ai tendance parfois à parler beaucoup trop vite, parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc, promis, je vais ralentir. Il y a Kamel Daoudi dans le chat qui dit bon bah alors on va continuer le stream en arabe. Moi je serais incapable. Donc non Kamel, non Sentier Battant, mais bonjour à toi. Marhaba lak.
ce qui signifie... Bonjour. Une documentation de l'entreprise d'anéantissement méthodique de l'armée israélienne, soldée par la mort de plus de 42 000 Palestiniens aujourd'hui. On est à 43 000. On a dépassé le chiffre de 43 000 aujourd'hui. Et la destruction de ce qui leur permettait de survivre. Sort des victimes civiles, destruction de territoires, attaques contre les journalistes, les humanitaires, les personnels de santé, arsenal utilisé. Chacun de ces faits est l'objet d'une étude approfondie. Vous avez, donc on vous confie cette mission. Comment vous allez construire ce livre? Quelles sont les toutes premières étapes? La toute première étape, ça a été d'abord de regarder, à partir des sites d'information que je connais, de regarder ce qui se dit et quelles sont les premières informations qui sortent sur le net, puisque finalement ma première source, ça a été ça, après discussion avec un certain nombre de personnes qui travaillent aussi sur cette région, pour conforter ma connaissance des sites fiables pour traiter de ce qui se passait à Gaza, pour savoir si effectivement ce que je savais était pertinent, et éventuellement aussi d'écouter et de faire attention à des nouvelles sources d'informations que je ne connaissais pas forcément, parce que je ne suis pas toute jeune, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources d'informations alternatives. Et donc, j'avais aussi l'idée de ne pas passer à côté de certaines sources. On retrouve peu dans votre livre. Comment ? Qu'on retrouve peu dans votre livre, finalement. On trouve comme 972, qui est ce site de journalistes israéliens et palestiniens, et qui documente en particulier le chapitre sur l'utilisation des armes, et qui est vraiment une source d'information extrêmement intéressante, et que j'ai vraiment découvert, j'en avais entendu parler, mais que j'ai vraiment découvert à cette occasion. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qui pouvait s'écrire déjà, pour pouvoir documenter justement ce qui se passe. Et en fait, le déroulement des 7 chapitres s'est fait tout à fait naturellement, parce qu'un fil conduisait un autre fil, et je pouvais en tirer un autre, et les 7 chapitres, en fait, se sont d'eux-mêmes imposés à moi, en partant... L'idée première de ce livre, et vraiment c'est ça qui est important, qui est vraiment à la base de ce travail, c'est ce blocus. Puisque qui dit blocus dit absence d'information. Alors tout de suite j'apporte un bémol, et qui pour moi est un bémol essentiel. C'est qu'il faut absolument saluer le travail des journalistes palestiniens qui sont dans la bande de Gaza, et qui sont ce lien que nous avons, et qui nous permet aussi de documenter, même s'il y a tout un travail de la part en particulier d'Israël qui vise à décrédibiliser le travail de ces journalistes. On va y venir. On va y venir. Mais ces journalistes quand même font un travail incroyable, et les membres de toutes les ONG, les membres palestiniens de ces ONG qui sont sur place et qui permettent aux ONG internationales aussi de documenter ce qui se passe. Donc l'idée, c'était vraiment de regarder tout ce qui peut se dire, aussi bien de rapports, ONU et les grandes ONG, mais aussi quelques journalistes, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, ce journaliste d'Haaretz que j'aime évidemment beaucoup, Gideon Levy, et il y a un de ses articles que j'ai trouvé qui illustrait tellement bien que je voulais absolument qu'il apparaisse aussi dans ce livre. Et l'autre idée que j'ai eue et qui a été acceptée par le Seuil, c'est que chaque chapitre se termine par le témoignage d'un de ces journalistes palestiniens, Rami Abou Jamous, qui entre-temps a eu 3 prix à Bayeux, il y a quelques semaines. Et donc de donner... Donc c'est les grands prix des reporters de guerre. Et donc l'idée, c'était de montrer qu'il y avait des Palestiniens dans la bande de Gaza, et que ça n'était pas simplement des chiffres, mais que c'était des êtres humains qu'Israël a tendance à absolument faire disparaître, pour qu'il n'y ait jamais un visage, un nom, mais que ce soit que des chiffres. Et que chaque chapitre se termine par le témoignage d'un journaliste palestinien était pour moi absolument indispensable pour que l'on sache, alors nous on le sait, mais tout le monde ne le sait pas, que ce sont des êtres humains et pas simplement, comme l'a dit le ministre de la Défense, des animaux humains. Le collectage des rapports des ONG a été achevé début juin 2024. Avertissement de l'éditeur, cela ne rend pas obsolètes les documents que vous allez lire, bien au contraire, ils ont été rassemblés pour commencer à faire mémoire. Le livre est sorti le 4 octobre. Le 4 octobre, et vous avez terminé la dernière retouche, c'est le 26 août 2024. Donc c'est quand même...
on pourrait dire, très frais. On parlera, si on a le temps, peut-être de l'actualité depuis, mais gardons cette distance, ce recul que nous offre votre travail, ce livre, et qui est tellement salutaire. Alors justement, à propos de recul, Ronnie Broman, qui est votre préfacier. Là, je vais lire un peu. Alors, si vous voulez, vous pouvez lire le chat. D'accord. Je l'aime déjà beaucoup, cette personne, dit-on. On m'a jamais dit ça, donc c'est vraiment pour vous, je pense. Et c'est mérité. Ce coup d'œil rétrospectif, écrit Ronnie Broman, qu'on a déjà reçu au poste, offre un aperçu éclairant sur ce qu'on entend généralement par période calme, entre guillemets, en Israël-Palestine. Il s'agit, donc c'est avant le 7 octobre, il s'agit d'une période pendant laquelle il n'y a pas de morts israéliens. Que se passe-t-il quand il ne se passe médiatiquement rien ? Tout, écrit Ronnie Broman. Harcèlement des paysans palestiniens par des colons protégés par l'armée, destruction des récoltes, d'habitations, expulsion de villages, multiplication de checkpoints, assassinats, arrestations arbitraires, et l'on en passe. Donc votre livre démarre là-dessus, en disant... Évidemment, il y a le 7 octobre, vous y revenez très souvent, mais il y a toute une histoire et il faut avoir cette histoire en tête. Oui, et l'important pour moi en travaillant cet ouvrage, c'était de me dire qu'il fallait absolument, donc non seulement une préface, et Ronnie Broman a fait une préface qui pour moi est absolument lumineuse et passionnante. Il faut dire qu'il est bien le garçon. Il est formidable, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'ai ensuite fait une introduction pour justement remettre ce 7 octobre dans ce contexte historique. Parce que ce qui m'a frappé au lendemain du 7 octobre, c'est de voir à quel point il était impossible de dire que ce 7 octobre n'est pas tombé du ciel. Ça n'enlève en rien l'horreur de ce qui s'est passé, mais qu'on ne peut pas faire démarrer l'histoire de Gaza au 7 octobre en parlant simplement, si je puis dire, de ce massacre. Et ce qui m'a vraiment choquée dans les premiers débats que j'ai pu faire au lendemain du 7 octobre, c'est quand je commençais à dire il faut mettre le 7 octobre dans un contexte historique. Certains sur les plateaux me regardaient avec horreur en disant mais ça y est, elle est en train de justifier ce qui s'est passé. Évidemment que je ne peux en rien justifier, mais je ne peux en rien non plus accepter que l'on considère que le 7 octobre est comme ça tombé du ciel et qu'il fallait absolument remettre dans cette perspective historique l'histoire de la bande de Gaza et au-delà l'histoire des Palestiniens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette introduction après la préface de Ronnie pour expliquer, et expliquer ne veut en rien dire justifier, comme l'a dit à un moment un ancien Premier ministre qui avait dit cette horreur en disant d'expliquer c'est déjà justifié. Non, expliquer c'est pas justifié. Expliquer c'est permettre de comprendre et de ne pas s'arrêter justement à l'horreur de ce qui se passe, que l'horreur elle ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas un chromosome chez les Palestiniens qui veulent faire des massacres. Il faut arrêter avec ce qu'on a pu entendre à ce propos que je trouve particulièrement choquant. Et donc c'est ça aussi. L'objectif de ce livre, c'était de documenter et pour montrer que tout ça s'inscrit dans un contexte. Et le premier rapport du premier chapitre de ce livre, c'est la situation de la bande de Gaza avant le 7 octobre. Grâce à un rapport de B'Tselem, qui est une grande ONG israélienne, et qui documentait, ce rapport est sorti de mémoire en mai 2023, et qui explique déjà ce qu'est la vie dans la bande de Gaza, ce qu'est le blocus de la bande de Gaza et comment la vie déjà est extrêmement difficile dans ce contexte. Et ça, pour moi, c'était essentiel de le rappeler pour commencer simplement cet ouvrage. Votre introduction s'intitule « Une guerre sans fin ». Alors, on remonte où ? À la création de l'État d'Israël. Et oui, mais des Israéliens vous diraient « Non, on remonte plus loin ». Oui, mais alors là, il y a un moment où moi j'assume certains choix parce que j'allais pas refaire toute l'histoire du Moyen-Orient ou du Proche-Orient parce que là, il m'aurait fallu 5 tomes et j'avais pas l'envie de le faire en plus. Oui. Simplement, je trouvais que c'était important simplement à partir de la création de l'État d'Israël, quel était le statut de la bande de Gaza et donc de permettre de comprendre au fur et à mesure comment la vie dans cette bande de Gaza s'est déroulée, quelle a été la stratégie d'Israël, qui s'en est retiré en 2005 sous l'ordre de Ariel Sharon, qui à l'époque était le Premier ministre du Likoud, qui était considéré comme un dur des durs. Aujourd'hui, il apparaîtrait, je pense, comme un mou par rapport à certains membres de ce gouvernement. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment en quelques phrases, parce qu'il s'agissait pas, c'était pas un livre sur l'histoire de Gaza, bien sûr, mais de donner quelques points de repère. En fait, mon objectif aussi, c'est
c'est que ceux qui s'intéressent à cette question aient le minimum de points de repère pour savoir finalement ce qu'était la réalité de la bande de Gaza et comment il a été possible de traiter ce territoire de la sorte après le 7 octobre. Parce qu'on se dit, comment c'est possible d'imposer du jour au lendemain un blocus hermétique ? En fait, il existait déjà, il a été simplement sérieusement resserré, mais il existait déjà. Donc tout était en place pour que Israël puisse mettre en place sa stratégie, et sa stratégie à l'abri de tous les regards. Du blocus, on passe, si j'ai bien lu les rapports que vous citez, on passe à une destruction systématique, rue par rue, ville et village par ville et village. On viendra sur cette question-là de l'anéantissement du territoire, mais restons un tout petit peu sur l'histoire. Dans votre introduction, vous dressez donc l'histoire d'un territoire occupé depuis 1948. Et vous nous rappelez des choses qu'on oublie et qui sont quand même bonnes à avoir en tête. Lors de la guerre israélo-arabe des 6 jours en juin 67, l'armée occupe le territoire. La résistance menée par les Gazaouis, écrivez-vous, va alors se heurter aux Israéliens, lesquels vont s'appuyer sur les frères musulmans de Tchek Yassine, le futur fondateur du Hamas, pour lutter contre l'OLP dirigé par Yasser Arafat. Et un peu plus loin, on est dans les années 90, c'est donc la signature des accords d'Oslo, vous ajoutez, au cours de cette période, Israël va continuer de jouer les islamistes contre les nationalistes de l'OLP, considérés comme plus dangereux pour l'État hébreu, car acceptant la négociation. Et oui, et et ça c'est vraiment important, me semble-t-il, de rappeler cela. Parce que toute la stratégie d'Israël, et ça concerne aussi bien la bande de Gaza que la Cisjordanie, toute la stratégie, c'est de considérer que les Israéliens n'ayant pas d'interlocuteur palestinien, il n'y a pas de négociation possible. Oui. Et le leitmotiv des autorités israéliennes, et ça c'est bien avant même le gouvernement de Netanyahou, c'est de considérer que de toute façon, on ne peut pas négocier parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et dans ce cadre-là, il était bien plus facile d'avoir en face de soi les frères musulmans, effectivement, qui, dans un premier temps, refusait l'État d'Israël, que Yasser Arafat, qui avait fait les concessions nécessaires permettant d'aboutir à la création d'un État palestinien. Mais ça, c'est une stratégie qui a été menée aussi par les pays arabes voisins, qui ont tous fait monter les frères musulmans, pour ne pas avoir en face d'eux des interlocuteurs avec lesquels ils pouvaient éventuellement négocier et permettre une certaine ouverture politique. Et donc, pour revenir dans le cas d'Israël, c'est exactement ça qui a été fait. On laisse monter les frères musulmans, et une fois que vous avez les frères musulmans en face de vous, vous avez toute l'attitude pour dire, vous voyez bien, comment peut-on négocier ? Ce sont des fous furieux qui ne veulent pas négocier et qui rejettent l'idée même d'un État israélien. Donc à partir de là, la répression menée par Israël est tout à fait justifiée parce qu'effectivement, il y a des propos extrêmement durs tenus par ces frères musulmans contre l'existence d'Israël. Et même lorsque les frères musulmans font des évolutions et de fait reconnaissent l'État d'Israël, c'est pas du tout pris en compte par Israël, qui considère que de toute façon, avec ces gens-là, on ne peut absolument pas négocier. Donc c'est une stratégie très basique, si je puis dire, qui a été mise à l'œuvre ailleurs qu'en Palestine, mais qui là est absolument ravageuse. Et si on poursuit la réflexion, c'est ainsi qu'il faut comprendre comment Israël accepte que ce soit le Qatar qui finance la bande de Gaza, le Hamas, qui permet à Israël de se dégager de ses responsabilités. Parce que même si, en 2005, l'armée israélienne s'est retirée de la bande de Gaza, c'est pas pour autant que les Gazaouis sont maîtres de leur destin, puisque les frontières, de toute façon, sont contrôlées par Israël et que les Palestiniens ne peuvent rien faire à l'intérieur de cette bande de Gaza. On rappelle, il y a 2 portes d'entrée. Au nord avec Israël et au sud avec l'Égypte. Avec l'Égypte, une barrière tout du long et à l'ouest, la mer qui est surveillée par les navires militaires israéliens. Donc ils sont de toute façon coincés. Et donc à partir du moment où Israël est quand même tenu par normalement une responsabilité de puissance occupante, même si les colonies ont été démantelées, ne voulant pas assumer cette responsabilité, est trop content qu'un autre acteur prenne en charge finalement l'acheminement en moyens financiers pour faire en sorte que cette cocotte minute n'explose pas. Donc on maintient en état de survie une population, c'était le cas avant le 7 octobre, on la maintient vraiment en état de survie. Juste raconter une petite anecdote qui éclaire ça.
un consul général de France à Jérusalem, qui il y a quelques années de ça, c'était même juste après de mémoire les accords d'Oslo, décide de favoriser la volonté d'agriculteurs gazaouis de cultiver des fraises, parce que les fraises, c'est un produit qu'on exporte facilement. Donc la France, entre autres, mais les Européens, financent les serres cultivées par les Gazaouis pour cultiver ces fraises. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les fraises, il faut les exporter. Pour les exporter, ça passe par Israël. Les camions restaient bloqués une semaine au poste frontière parce que les Israéliens n'avaient pas le temps de vérifier la cargaison. Au bout d'une semaine, les fraises, elles sont comment ? Elles sont pourries. Et du coup, il n'y avait aucune exportation possible. C'est des petits détails comme ça qui montraient comment était complètement contrainte cette vie, empêchant toute possibilité de faire quoi que ce soit. On arrive au 7 octobre. En lançant son opération, il s'agissait pour le Hamas, et sans aucune considération, c'est toujours votre introduction, sans aucune considération pour le prix humain, à payer pour sa population, d'attirer Israël dans la bande de Gaza pour qu'il s'y embourbe. Aussi terrible que soit cette stratégie, elle a, du point de vue du mouvement islamiste, atteint son objectif en remettant l'existence palestinienne sur le devant de la scène et par effet miroir, elle a démontré l'aveuglement israélien dans son refus d'un règlement politique. Parce que, vous l'avez évoqué mais un peu rapidement, les Palestiniens ont été lâchés par leurs frères. Bien sûr. Et ça, il faut le rappeler quand même. Bien sûr. En fait, les Palestiniens n'ont jamais été soutenus par les pays arabes. Ça a toujours été une question, une cause qui a été utilisée à des fins de politique intérieure par l'ensemble des pays arabes. Donc, ça n'a jamais été une défense pour faire émerger cette cause, mais ça a toujours été utilisé par les pays à des fins de politique intérieure. Et le meilleur exemple, c'est l'exemple de ces fameux accords d'Abraham dont on a beaucoup parlé, qui sont ces accords qui ont été signés par certains pays arabes avec Israël, qui reconnaît l'État d'Israël, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a les Émirats arabes unis, il y a le Bahreïn, le Qatar et le Soudan. Tout ça sous l'impulsion de qui ? Du président américain de l'époque, Donald Trump, qui avait dit que lui allait tout régler à travers son deal du siècle. Et une des parties de ce deal du siècle, c'était de mettre en place ces accords qu'on appelle de normalisation. Et donc les Palestiniens, là, se sont rendus compte qu'avec les Émirats, essentiellement les Émirats et dans une moindre mesure le Maroc, un processus était lancé qui faisait que tout le monde finissait par s'accorder de dire cette cause palestinienne, on l'a tous laissé tomber et c'est pas grave et les Palestiniens vont continuer à vivoter comme ils le peuvent. La grande inquiétude évidemment des Palestiniens, c'était de se dire qu'une fois que les Émirats avaient signé, l'Arabie Saoudite allait signer, puisque c'était un test qui était fait par les Émirats et Bahreïn, pour qu'en fait, ce soit ensuite l'Arabie, parce que le gros morceau, la prise de guerre pour Israël, c'est l'Arabie, évidemment. L'Arabie réticente... Vous dites évidemment parce que c'est votre quotidien, mais il faut expliquer l'enjeu. Parce que pour l'Arabie Saoudite est la puissance régionale, c'est elle qui abrite les lieux saints de l'islam, Médine et la Mecque, les deux premiers, le troisième étant Jérusalem. Donc si l'Arabie Saoudite signe ces accords, elle entraîne derrière elle pratiquement tous les autres pays, en raison en plus de sa force financière qui lui permet d'avoir du poids sur des pays qui dépendent de l'aide économique que l'Arabie peut lui accorder. Donc si l'Arabie rentre dans ce processus de normalisation, c'en est fini de la cause palestinienne, d'autant plus que les Émirats ont signé, mais les autres, les 4 pays dont je viens de parler, ont signé sans aucune contrepartie pour les Palestiniens. Et c'était ça qui était vraiment le point extrêmement choquant. Et comme il n'y a eu aucune manifestation de taille dans les pays arabes à l'annonce de ce processus de normalisation, eh bien, tous les observateurs se disaient, vous voyez bien, cette cause palestinienne, c'est fini. Vous êtes des dinosaures à continuer à vous intéresser à ce qui se passe en Palestine, mais ça en est fini de cette cause. Et moi, je me souviens dans des débats de m'être fait lyncher par certains en me disant, mais vous êtes vraiment complètement... Comment vous pouvez encore travailler sur cette question palestinienne ? Ça n'a aucun sens, c'est fini. Tout le monde s'est accommodé de cela. Et c'est ça aussi le 7 octobre. Alors, c'est vrai que c'est fait de la pire façon qui soit, mais quand vous avez une telle stratégie à l'échelle régionale et internationale, soutenue par la première puissance mondiale, qui s'assoit complètement sur le droit international en permettant cette normalisation sans contrepartie pour les Palestiniens et en acceptant qu'Israël occupe des territoires occupés par la force, ce qui va à l'encontre des résolutions de l'ONU, il y a quand même quelque chose de très choquant, évidemment. Et donc,
tout ce processus a conduit effectivement au Hamas qui a été de se dire on ne peut pas laisser passer une chose comme ça. Vous le disiez, le premier chapitre s'intitule « Un territoire en état de siège », donc vous dressez, vous brossez le portrait de cet îlot avant 2023, le 7 octobre 2023. Il y a cette expression de Human Rights Watch, une prison à ciel ouvert, expression qui revient dans le chat aussi. J'ai vu MTPSN l'évoquer. C'est un rapport de juin 2022. Human Rights Watch documente les entraves à la circulation des Palestiniens de Gaza imposées par Israël et l'Égypte depuis 2007. Je vais lire un extrait de ce rapport. Plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza continuent d'être soumis à ce qui équivaut à un confinement qui a duré 15 ans. Depuis 2007, les autorités israéliennes ont, à de rares exceptions près, interdit aux Palestiniens de transiter par le point de passage d'Erez, donc au nord, entre Gaza et Israël, d'où ils peuvent rejoindre la Cisjordanie et se rendre à l'étranger via la Jordanie. Israël empêche également les autorités palestiniennes d'exploiter un aéroport ou un port maritime à Gaza. Les autorités israéliennes y restreignent aussi fortement l'entrée et la sortie des marchandises. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache de cette période pré-7 octobre 2023 ? Eh bien, c'est que la stratégie israélienne était claire, c'était de toute façon de garder cette bande de Gaza complètement fermée, telle que c'est décrit dans ce rapport de cette ONG, et donc de montrer que pour les Israéliens, finalement, à leurs yeux, en tous les cas, la situation était gérable de la sorte. C'est-à-dire que les Palestiniens, on les avait enfermés là, avec en plus après cette barrière de sécurité, ce mur de sécurité qui a été mis en place. Et donc, c'était normal, d'une certaine manière, de faire en sorte que cette bande de Gaza soit cette prison à ciel ouvert, qui était l'expression qu'on utilisait à chaque fois qu'on parlait de Gaza. Et avec simplement, tous les ans, tous les 2 ans, il y avait une incursion israélienne, il y avait un prétexte qui était pris pour aller tuer un certain nombre de responsables. Il y avait tous ces assassinats ciblés, parce que ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Israël a le droit d'aller tuer, en dehors de son territoire, des personnes qui la gênent. On le voit à Gaza, en Cisjordanie, maintenant au Liban. Bon, donc l'idée, c'était, et on s'était accommodé finalement de cette situation, considérant là encore... Comme c'était, tout ça a démarré quand 2007, ce blocus. Pourquoi ? Parce que le Hamas gagne les élections dans la bande de Gaza. Il y a des élections qui se déroulent librement. Tous les observateurs internationaux reconnaissent que les élections à Gaza se passent correctement. Mais comme c'est le Hamas, frère musulman, considéré par certains comme une organisation terroriste, même s'il y a une branche politique et une branche militaire, et à partir de là, tout est permis. Et ça s'inscrit aussi, et je pense qu'il faut le rappeler, après le 11 septembre, les attentats du 11 septembre aux États-Unis, où du coup, la lutte contre le terrorisme est devenue la préoccupation, l'obsession, dirais-je même, de tout le monde des pays occidentaux, alors d'Israël évidemment, mais des pays occidentaux. Et au nom de cette lutte contre le terrorisme, assimilée évidemment à tout ce qui est islam politique ou islam radical, et là les amalgames, on y va vraiment à l'appel. À partir de là, tout est justifié et donc il est tout à fait normal aux yeux d'Israël, mais soutenu par la communauté internationale, même si celle-ci essaye par certains moyens quand même de faire acheminer un peu d'aide, se rendant compte quand même que la situation est difficile. Mais de fait, tout le monde s'accommode de cela parce qu'on est dans l'après-11 septembre. Et je pense que lorsqu'on travaille sur cette région, il ne faut absolument pas oublier cette date. Maintenant, ça paraît déjà un peu loin, mais cette date est une date absolument essentielle, parce qu'à partir de là, tout ce qui est lutte contre le terrorisme prend le dessus sur tout le reste, et dès que vous dites le mot terroriste, c'est fini, il n'y a plus aucune réflexion, on ne peut plus rien dire, et ça bloque complètement toute discussion. Je fais une petite digression, j'aime bien ça, mais vous dites 11 septembre, vous dites 7 octobre, vous ne donnez jamais l'année. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites ce que tout le monde fait. Et je m'interroge sur cette idée-là de ne pas donner l'année. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas une façon de se mettre... comment dirais-je ? Du côté des victimes, on est toujours du côté des victimes, évidemment, mais de dire ça, c'est nous, on n'a même pas besoin de dire l'année, c'est notre camp qui a été attaqué. Vous voyez, 11 septembre...
voilà, 7 octobre, voilà. Et pour le reste, on donne les années. Je me demande s'il n'y a pas, dans cette idée de ne pas donner l'année, quelque chose de très américain, hein, pour le coup, qui est une vision, vous voyez, très, comme si on partageait le sort de tout ça. Évidemment, en tant qu'être humain, on le partage, il n'y a aucun doute là-dessus. On est, bien sûr, on est dans les tours et on est, bien sûr, on est dans cette rêve partie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je me demande si le langage ne nous habitue pas à orienter notre pensée. Oui, j'avais jamais pensé à cela, mais ça me paraît une remarque très pertinente. En tous les cas, ça va m'obliger à réfléchir à ce point, que je n'avais jamais. Pour moi, c'est tellement évident, mais en fait, cette perception, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment regarder une fois de plus la situation à travers un seul prisme. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, alors Sorcière, Pimico, évidemment, disent il y avait le 11 septembre 73. Je ne pense pas que c'était pour effacer. Donc au Chili, je ne pense pas que c'était pour effacer l'année 73. Hein, mais justement, rendre ça évident, c'est aussi une façon de nous aveugler, et c'est là où votre travail est formidable, c'est que on peut être, vous voyez, j'ai la chair de poule en vous en parlant, on peut être absolument révolté par ce qui s'est passé le 7 voilà que je confonds les dates, le 7 octobre 2023, mais ça n'est pas aussi évident que ça, et votre travail, votre premier chapitre, qui fait tout un historique, justement, nous montre que cette évidence, elle est pas aussi évidente que ça. Voilà, c'était juste un... Non, mais c'est très juste en tous les cas. Merci, parce que ça me fait réfléchir, et je prends en compte ce point auquel j'avais absolument pas pensé. Témoignage de Rami Abou Jamous. Je suis pas doué en langue. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Chaque chapitre se termine par une citation. Donc, c'est un journaliste qui travaille notamment pour Orient 21, qui a eu lauréat 3 fois à Bayeux cette année. Cette façon de larguer quelques gouttes d'aide humanitaire, témoigne-t-il, c'est comme donner à manger à des chiens. Oui, c'est vrai que la question que vous avez sûrement suivie de largage de l'aide humanitaire par des avions, c'est quelque chose d'extrêmement... Je vais montrer cette photo-là. D'extrêmement choquant. Là, on voit largage humanitaire. Voilà. Oui, vous n'avez pas de retour, je suis désolé. Ah, si, vous arrivez à voir un petit peu là par là. Et qui, en fait, à chaque fois, provoque la mort de Palestiniens. Oui. Parce que quand un parachute ne s'ouvre pas, eh bien, la palette tombe, et il y a eu des enfants qui sont morts ainsi, et pas que des enfants. Et surtout, c'est ce que dit Rami avec beaucoup de justesse, on a l'impression d'être des animaux à qui on balance un petit morceau de viande quand on voit les chiens à qui on envoie un morceau de viande. Et c'est vrai que c'est... Moi, ce qui me paraît extrêmement choquant dans cette opération, parce que certains vous diront c'est mieux que rien, il y a de l'aide humanitaire qui arrive. Mais ce qui me frappe aussi dans ce conflit, depuis plus d'1 an, c'est à quel point, à chaque fois, on retourne les choses. C'est-à-dire que, au lieu qu'il y ait des vraies pressions internationales qui disent à Israël « ouvrez les points de passage », comme on est incapable de faire ça, on contourne les choses et on essaye de trouver un moyen de contourner au lieu d'affronter la situation en face, qui est de dire à Israël « ce comportement est inadmissible et il faut ouvrir les points de passage ». Surtout lorsque l'on sait que le largage ne permet en aucun cas de répondre aux besoins élémentaires de la population, puisque c'est 1/10 à peine de l'aide représentée par les camions lorsqu'ils peuvent rentrer dans la bande de Gaza. Et dans ce conflit, dans cette guerre depuis 1 an, à chaque fois que Israël met une contrainte, impose quelque chose, au lieu de l'affronter et d'obtenir que Israël plie, eh bien, pour se donner bonne conscience, on va contourner et on va trouver une solution autre pour soi-disant répondre aux besoins, alors que ça n'est pas une réponse. Et dans ce livre, dans ce chapitre, on raconte cette histoire de ce ponton américain. Oui. Je vais juste prendre 2 minutes. Allez-y. Cette affaire me paraît tellement incroyable. Tout le monde vous écoute. Non, mais c'est parce super. Que je trouve cette affaire absolument dingue. Justement, face au blocage des points de passage par Israël, les Américains décident de fabriquer un ponton pour que l'aide humanitaire parte de Chypre, qui n'est pas très loin, en bateau, arrive sur ce ponton et soit distribué. Un ponton qui va coûter $200 millions.
et qui va fonctionner un seul jour et qui va être abandonné parce que les conditions météo ont empêché le premier débarquement de cette aide humanitaire arrivant par bateau et qui se sont aperçus, une fois que la marchandise est là, qui la distribue, comment ça fonctionne, rien n'était prévu. Donc il y a eu 200 millions de dollars jetés dans la mer et qui n'a pas permis la distribution d'aide humanitaire. Est-ce que vous voyez l'absurdité, le côté choquant que ça représente de voir qu'une population est en train de mourir de faim et mourir à cause d'absence de soins et que la seule invention, imagination des Américains, c'est de se dire, pour contourner, on va faire un ponton qui ne sert à rien. Et là, je trouve qu'on a atteint les limites d'une absurdité, moi qui me rend dingue, parce que je me dis, mais comment des stratèges peuvent imaginer? Alors qu'il y a une solution qui est très simple, c'est de dire à Israël, vous ouvrez, et si vous n'ouvrez pas les points de passage, on arrête de vous livrer de l'armement, et cette guerre s'arrête. Parce que cette guerre peut s'arrêter en quelques jours. Et c'est ça aussi qui me rend, il n'y a pas d'autre mot, dingue, de me dire qu'il y a une solution, et que cette solution n'est pas mise en œuvre, alors qu'elle est finalement très simple. Oui, mais je reprends le titre de votre introduction, Une guerre sans fin. C'est à se demander s'il n'y a pas quelque intérêt à ce que cette guerre ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si c'est une question d'intérêt. Parce que là, vous expliquez que techniquement c'est faisable, ouais. Mais il y a peut-être des raisons politiques, philosophiques, religieuses. Oui, il y a des raisons politiques évidentes. C'est qu'Israël ne veut pas d'un État palestinien, quel qu'il soit. Et ça, c'est quand même... Alors là, ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que Netanyahou est au pouvoir, même s'il y a eu une petite période au cours de laquelle il a été mis de côté. Et que son objectif, lui, a toujours été, il a toujours dit clairement, il l'a complètement assumé, il n'y aura pas d'État palestinien. Donc, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je pense que le 7 octobre... mais d'ailleurs, ça a été dit par certains ministres d'extrême droite de ce gouvernement, a été finalement un prétexte pris pour vraiment régler une bonne fois pour toutes la question palestinienne. C'est-à-dire que l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre, justifie aujourd'hui, de la part des plus radicaux en Israël, à la tête desquels on trouve Netanyahou, de se dire, là maintenant, on peut aller jusqu'au bout. Agnès, c'est un point extrêmement important que vous venez de dire. Maintenant, il faut citer les sources, parce que sinon, on pourrait vous accuser de complotisme. Bien sûr. Donc, qui a dit ça? Qui a pensé ça? Comment on sait que certains stratèges ont pu avoir cette ce sont ces deux ministres en particulier d'extrême droite, qui sont Smotrich et Ben-Gvir, qui ne cachent pas et qui l'ont dit et qui le répètent très régulièrement depuis un an, qui est de dire de toute façon, maintenant, il faut que les Palestiniens, les Gazaouis, quittent la bande de Gaza. Alors ça, le problème, c'est pour aller où? Parce que de toute façon, ils ont nulle part où aller parce que la frontière est fermée avec Israël et l'Égypte, et sinon, il reste la mer. Donc, ils disent clairement, les Palestiniens doivent partir, et ils vont plus loin en disant, en fait, on va finir le travail de 48. 1948, création d'État d'Israël. Les Palestiniens, beaucoup d'entre eux, sont obligés de quitter leur maison, pensant qu'ils vont la quitter pour quelques jours, mais qu'ils ne l'ont toujours pas retrouvée. Et 250 000 à peu près Palestiniens se retrouvent dans la bande de Gaza. Et les autres partent dans les pays voisins, Syrie, Jordanie, Liban. Et donc, quand ces ministres d'extrême droite disent qu'ils veulent terminer le travail de 48, c'est-à-dire de faire partir définitivement les Palestiniens de leur terre, donc là, aujourd'hui, c'est la bande de Gaza qui est concernée à cause du massacre du 7 octobre. Mais l'objectif, ensuite, c'est d'aller en Cisjordanie. Et mais ça, c'est un autre sujet, lorsque l'on voit toutes les actions menées par les colons, soutenues par l'armée en Cisjordanie, visent simplement à faire quoi? À les faire partir et donc finir le travail de 48, donc ne plus garder des Palestiniens sur ce qui est considéré comme la terre d'Israël, mais de les faire partir dans les pays voisins. Donc c'est vraiment ça la stratégie, et qui est assumée avec des déclarations publiques de ces ministres d'extrême droite qui n'ont pas été démentis par Netanyahou. Alors vous allez me dire, mais c'est parce que la coalition gouvernementale de Netanyahou tient à la présence de ces ministres. Mais ça va au-delà, c'est que Netanyahou partage cette politique. Je rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement israélien a décrété que Israël était l'État des Juifs. Ce qui veut donc dire que les Palestiniens, dans ce cadre-là, n'ont pas les mêmes droits que la population juive, et sous-entendu, c'est mieux qu'ils partent.
Le chapitre suivant est sur la santé qui est visée, et vous venez d'en parler tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver le chapitre, mais là, je montrais la couverture du bouquin, donc j'ai pas la page sous les yeux, mais je vais la retrouver dans 2 secondes. Tac, tac. C'est un peu plus loin, oui. Un état de siège, ça c'est voilà c'est les attaques contre le système de santé, les soignants et les humanitaires, c'est donc le 2e chapitre, qui a été rédigé par Laïla Bourguiba, qui est juriste à RSF, et qui nous dit ceci: selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc je rappelle que votre livre, là, je fais un peu mon France 24. Donc, je resitue. Votre livre que vous avez dirigé, c'est en fait une collection, un choix, une sélection de rapports, d'articles, de blogs. Et à chaque fois, à chaque chapitre, il y a une introduction rédigée par différentes personnes qui connaissent le sujet par cœur. Laïla nous dit: selon l'Organisation mondiale de la santé, à la mi-mai 2024, plus aucun hôpital n'était complètement fonctionnel. Seuls 42% le demeuraient partiellement, mais sans le personnel médical spécialisé nécessaire pour faire face au grand nombre de malades, de blessés, sans les médicaments, les fournitures médicales, le fioul, l'eau, la nourriture nécessaire pour les patients et les soignants. Et alors, ce qu'elle va nous dire, parce que c'est ça la force de votre livre, c'est qu'on comprend beaucoup de choses. Ce que je viens de dire, en fait, tout le monde le sait, on l'entend tous les jours. Mais on ne sait pas ce qui se cache derrière des attaques d'hôpitaux. Car ce que vous rappelez, c'est que c'est prévu, l'art de la guerre, les droits de la guerre prévoient qu'en effet, on puisse attaquer des hôpitaux, des cliniques, des choses comme ça, mais dans des conditions extrêmement particulières qui sont rappelées dans le livre et qui, a priori, ne sont pas applicables en Palestine. Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu ? Oui, bien sûr, parce que c'est un sujet extrêmement important. C'est vrai qu'il y a des lois de la guerre, avec des règles. C'est terrible, mais voilà. L'homme a fait ça. Voilà, exactement. L'homme a fait ça. Et donc, effectivement, des centres de soins ou des hôpitaux peuvent être attaqués, mais avec toujours l'idée qu'il y a une question de proportion. La proportionnalité est à la base de cela. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que la proportionnalité n'est pas respectée. C'est-à-dire que si vous bombardez un hôpital parce que vous considérez qu'il y a un QG du Hamas en dessous et que ça justifie de tirer sur l'hôpital, vous avez le droit de le faire selon certaines règles, mais qui tient compte du fait qu'il ne doit pas y avoir trop de victimes civiles. Et c'est là toute la question, et c'est là où le bât blesse. Israël le dit clairement, de toute façon, nous, on respecte, on est dans la proportionnalité. Or, lorsque l'on voit la taille des bombes qui sont utilisées par Israël, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de respecter justement cette fameuse proportionnalité. Mais tout ça est complètement subjectif, évidemment. Et donc, ça permet complètement à Israël de continuer à utiliser et à bombarder, et sans qu'Israël, à chaque fois, ne soit en mesure de montrer les preuves de ce qu'il avance. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il y a un QG, certains se souviennent peut-être de ces images qui avaient été filmées par l'armée israélienne lors d'un des premiers bombardements importants de l'hôpital El-Shifa, qui est le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Ce que l'armée a montré était quand même très très peu convaincant. Et là encore, comme il n'y a pas de journalistes qui arrivent de l'extérieur et les journalistes palestiniens, ils n'arrivent pas évidemment à aller sur place et à mener l'enquête pour des raisons évidentes de sécurité, et qu'il n'y a pas d'observateurs internationaux, on est obligé de croire ce que dit l'armée israélienne sans que celle-ci ne soit en mesure d'apporter les preuves de ce qu'elle avance. Alors, pour préciser les choses, Laïla Bourguiba écrit: en avançant que les structures médicales seraient utilisées à des fins militaires ou terroristes, les autorités israéliennes prétendent qu'elles auraient alors perdu leur immunité et légitiment ainsi la mise à terre de tout un système de santé. Mais là, Agnès, je dois vous dire que je me suis quand même interrogé. Alors, vous venez d'évoquer effectivement les images de cet hôpital en novembre 2023, je crois, c'est-à-dire un mois après les attaques du 7 octobre 2023, qui effectivement ont été sujettes à caution. Mais à ce moment-là, ce sera dissipé 150 pages plus loin. À ce moment-là, je me dis, tiens, est-ce que la limite de l'ouvrage, ça n'est pas finalement de vouloir tellement rééquilibrer
l'information, qu'on oublie un petit peu les raisons avancées. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, hein, mais les raisons avancées par Israël. C'est-à-dire pourquoi il n'y a pas plus de rapports israéliens ou de rapports qui ne vont pas dans votre sens, dans le sens enfin oui, qui ne vont pas dans votre sens, voilà. Parce qu'il n'y en a pas de rapport. Qui va faire des rapports pour justifier? On a tous les communiqués de l'armée israélienne qui justifient effectivement la stratégie qui est mise en œuvre, mais qu'on a toute la journée. Et ça, c'est d'accès, enfin, c'est public. Nous, ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, ce sur quoi on s'est basé, c'est sur des informations qui ne sont pas diffusées publiquement toute la journée. Elles sont publiques parce que ce sont des rapports que j'ai trouvés sur Internet. Donc ceux qui veulent chercher et trouver peuvent. Les communiqués de l'armée israélienne, c'est toute la journée diffusé par tous les médias possibles et imaginables. Donc le point de vue israélien, on le connaît parfaitement, il est diffusé en permanence. Et les communiqués de l'armée israélienne et toutes les déclarations des Israéliens, elles sont diffusées. Et donc nous, l'idée, c'était d'aller regarder tout ce travail qui a été fait et qui a été documenté par ces ONG, permettant de savoir exactement ce qui se passe. Quand Netanyahou dit il y a pas 40 000 morts, mais il y en a peut-être 20 000, et encore c'est exagéré, il s'agit de se référer aux chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé du Hamas, qui est donc décrédibilisé aux yeux d'Israël parce que c'est le Hamas. Et là, j'ai repris des éléments qui ont été publiés dans les années précédentes. Dans tous les conflits dans la bande de Gaza qui se sont déroulés les années précédentes, les chiffres qui étaient donnés par ce ministère ont été confirmés par la suite lorsque des observateurs internationaux ont pu rentrer. Et donc, ça permet de dire... Figurez-vous que je l'avais noté. J'avais noté ce passage. Parce que c'est important. Eh bien oui. Et quand d'autres sources parlent, et je pense en particulier à cette revue scientifique The Lancet dont on parle beaucoup, qui, elle, avance le chiffre plutôt de 180 à 190 000 morts, et ça, c'était il y a déjà quelques mois, et donc qui est très supérieur aux chiffres que moi, j'avance, c'est que moi, je me base sur les chiffres donnés par le ministère de la Santé du Hamas, qui ne prend en compte que, si je puis dire, les victimes clairement identifiées. Donc, effectivement, ne sont pas comptabilisés les disparus et donc tous ceux qui sont sous les décombres et qu'on n'a pas encore, dont les corps n'ont pas été retrouvés et identifiés. Le Hamas, de ce point de vue-là, enfin le ministère de la Santé, ses fonctionnaires sont rigoureux pour justement que ce soit inattaquable en donnant les chiffres de toute personne qui a été identifiée. Donc, cette question des chiffres, c'est vrai qu'il faut l'aborder parce qu'elle revient en boucle en disant « mais on ne peut pas faire confiance ». Et si vous regardez ce que dit Guillaume Ancel qui a introduit le chapitre... vous êtes trop... Ah non, vous avez vu. Parce que, non. Vous voyez, page 151. Donc, je vous dis, ça a été dissipé 100 pages plus loin. Effectivement, je tombe sur cette introduction. Alors, c'est le chapitre « La disproportion des armes ». On reviendra sur les chapitres intermédiaires après, si vous voulez bien. Guillaume Ancel, c'est un ancien militaire qui parle en tant qu'ancien militaire et qui fait un article, enfin oui, je dis un article, c'est pas un article, c'est une introduction absolument éclairante notamment sur les tunnels. Et sur ce qui est mis en place pour les anéantir. Alors je vais donner un petit extrait. Pour l'ancien militaire que je suis, écrit donc Guillaume Ancel, ce qui frappe immédiatement dans cette offensive est l'utilisation massive d'armements adaptés pour lutter contre une armée structurée, mais surtout pas pour cibler une organisation terroriste intriqué dans un immense camp de réfugiés de 2,3 millions de Palestiniens. Pour mémoire, écrit-il, une salve d'artillerie est constituée de 30 obus, tirés par 5 canons, qui vont ravager à peu près l'équivalent d'un terrain de foot. Autrement dit, pour tuer, entre guillemets, un joueur, l'armée israélienne détruit tout le terrain et ceux qui s'y trouvent. Alors, qu'en est-il exactement de ces destructions avancé par Israël en disant ce que l'on détruit, c'est l'arsenal du Hamas, ce sont ses tunnels, ce sont ses QG, etc. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire de ça en étant le plus honnête intellectuellement ?
Bien, c'est évident qu'Israël a détruit beaucoup d'infrastructures du Hamas, hein, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui aujourd'hui est très très affaibli, c'est une évidence. Mais ce que dit Guillaume Ancel et qui se traduit aujourd'hui sur le terrain, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas éliminer un mouvement comme le Hamas simplement, si je puis dire, en bombardant comme le fait Israël depuis 1 an maintenant, et les faits le démontrent aujourd'hui. Dans le sens où, vous vous souvenez, au début de l'offensive menée par Israël, il s'agissait de détruire toutes les infrastructures du nord de la bande de Gaza. Et une fois que ça a été réglé et que Israël a décrété qu'il n'y avait plus aucune trace de quoi que ce soit dans le nord, ils sont allés vers le sud. Et aujourd'hui, ils considèrent qu'ils rebombardent le nord de façon absolument massive parce qu'il y a réapparition de combattants du Hamas. Ce qui veut donc dire clairement que la stratégie qui a été mise en œuvre ne fonctionne pas, ou alors... Pire que ça, mais ça, je n'ai pas les moyens de l'affirmer. Est-ce que c'est une volonté de continuer à bombarder pour bombarder? Mais on voit bien que cette stratégie qui consiste à dire on a éliminé toute infrastructure et tout combattant du Hamas dans le nord, et maintenant on peut aller dans le sud et on fait le travail dans le sud, eh bien, ne fonctionne pas, puisque dans le nord, aujourd'hui, Israël justifie la reprise des bombardements et le fait de demander à la population, encore une fois, de partir, c'est parce qu'on a retrouvé, ils ont retrouvé, où il y a des traces de combattants et d'infrastructures qui seraient à nouveau là. Donc on voit bien que toute cette stratégie est une stratégie complètement délirante, dans le sens où c'est pas ça qui va permettre de faire disparaître un mouvement qui n'est pas une armée régulière, qui sont des miliciens et qui sont des habitants qui peuvent aussi se transformer en combattants en raison de la réalité sur le terrain. Et donc toute cette stratégie est une stratégie avant tout meurtrière, mais on voit bien que ça ne permet pas de complètement, en tous les cas, faire disparaître ce mouvement, parce qu'on ne fait pas disparaître un mouvement, on ne fait pas disparaître une idéologie, mais en attendant, le territoire est complètement ravagé et il est devenu, aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment le dire, invivable dans le premier sens du terme. Et ces attaques aériennes, ces bombardements, alors d'ailleurs il emploie bien le terme bombardement et non pas le terme frappe, et ça... Pareil, c'est un point... Les mots sont importants. Les mots sont importants. C'est l'occasion pour vous de mettre en avant un rapport d'Amnesty International daté du 6 décembre 2023, intitulé « Les attaques aériennes indiscriminées dans les zones où l'armée israélienne a ordonné aux civils de se réfugier sont passibles de poursuites, de sanctions pour crimes de guerre ». Donc là, je l'ai lu vite, on parle bien d'endroits où l'armée israélienne a ordonné aux civils de se réfugier, endroits qui vont être bombardés. Oui, et c'est tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce territoire de la bande de Gaza est un tout petit territoire, je rappelle, 360 km² pour 2,3 millions d'habitants. Donc, ce serait quoi l'équivalent en France, par exemple? Ce serait quoi? J'ai pas la référence en tête. Quelle région ça pourrait être? Oh, c'est vraiment... Non, je dirais des bêtises. On va laisser une des personnes qui nous écoutent trouver la comparaison. Je suis sûre que quelqu'un va la trouver. Honnêtement, j'ai pas ça en tête. Mais ce qui veut dire que c'est vraiment un tout petit territoire avec une des densités démographiques les plus importantes au monde. Hein. Et donc, ce qui veut bien montrer qu'une fois que vous avez fait partir tous les Palestiniens du Nord, vous les mettez dans le Sud, que vous bombardez le Sud et que vous mettez soi-disant en place des zones humanitaires, eh bien, ces zones humanitaires, à un moment, elles vont te bombarder. Parce que les combattants ou simplement les membres du Hamas ou simplement la population considérée comme proche du Hamas est une cible potentielle. Et donc, évidemment, qu'Israël va aussi continuer par bombarder. Parce que de toute façon, il y aura forcément à ses yeux des membres du Hamas, combattants ou non, mais qui seront au milieu de la population. Parce que de toute façon, on a une telle densité. Où peuvent-ils aller? On sait qu'aujourd'hui, le nord de la bande de Gaza, qu'Israël entend garder sous son contrôle pour en faire une zone tampon, représente à peu près 18% du territoire de la bande de Gaza. Donc un territoire dans lequel les Gazaouis ne peuvent plus revenir. Donc vous avez déjà une densité incroyable et vous avez encore là-dessus 18% pour l'instant qui sont pris par Israël pour faire une zone tampon. Vous imaginez le territoire comme il se rétrécit comme peau de chagrin plus les jours avancent. Un des chapitres est intitulé « L'information empêchée ». Alors, est-ce que c'est l'ancienne journaliste qui a voulu se raccrocher à ses anciennes amours, ou est-ce que c'est au contraire une façon pour vous, votre travail, de compléter alors là, on va parler des journalistes palestiniens
gloire à eux, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais là, je pense plutôt aux Français. Est-ce que c'est pas une façon de ce chapitre-là de dire voilà ce que ça devrait être le journalisme, et non pas l'eau tiède à tous les étages? Non, ce qui est sûr, c'est que justement, comme ce livre repose sur cette idée du blocus, comme je l'ai dit dès le départ, le fait que les journalistes puissent pas rentrer, évidemment, est donc le symbole de ce blocus, et qu'à partir de là, il était absolument indispensable de rédiger un chapitre sur ce sujet, et que du coup, c'est un chapitre qu'on a travaillé avec Reporters sans frontières, oui. Puisqu'évidemment, ils documentent largement tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, qu'ils soutiennent des journalistes palestiniens, qu'ils ont réussi à en faire sortir un certain nombre qui ne pouvaient plus vivre sur place tant les conditions étaient difficiles. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a toute la stratégie, là encore, d'Israël, qui est d'essayer de faire taire le dernier média qui continue à alimenter le monde de ces images, et qui est évidemment Al Jazeera, la chaîne d'information continue du Qatar. Et donc, il était absolument indispensable d'avoir ce chapitre qui permet de savoir dans quelles conditions les journalistes palestiniens travaillent, grâce auxquels on a ces informations. Je parlais de Rami tout à l'heure, mais il y en a d'autres, et tous ces journalistes d'Al Jazeera, le tribut payé par Al Jazeera dans ce conflit est absolument incroyable. Le nombre de journalistes, parce que ce sont les plus nombreux, parce qu'ils étaient sur place avant le 7 octobre, puisqu'il y avait une forte présence d'Al Jazeera sur ce territoire. Tous les médias, tous les locaux des médias dans la bande de Gaza ont été détruits, que ce soit l'AFP, Reuters, Al Jazeera, tout. Parce que là, ça repose encore une fois sur la même idée. Il ne faut surtout pas que ces témoins puissent continuer à témoigner, à envoyer des images, parce que ça met à mal la communication qui est normalement gérée uniquement par l'armée israélienne, qui, elle, donne les images qu'elle veut donner, ou alors qui embarque des journalistes, les fameux journalistes embedded par l'armée israélienne, qui les emmènent, on leur montre 2-3 sites, quelques photos, et ils repartent, et c'est ainsi qu'ils conçoivent l'information. Donc, évidemment, heureusement qu'on a ces journalistes palestiniens qui sont sur place et qui permettent de donner à comprendre autre chose que cette propagande, parce que dans une guerre, on est aussi dans une guerre de communication, et donc ça, c'est un élément évidemment essentiel. La première victime, c'est la vérité. Absolument. Alors, justement, il y a une précision d'une honnêteté intellectuelle évidente. Sur les 118 journalistes tués à Gaza entre le 7 octobre 2023 et le 1er juin 2024, au moins 27 sont des victimes de crimes de guerre, puisqu'il existe suffisamment d'informations pour démontrer qu'ils ont été pris pour cible parce qu'ils faisaient leur travail. Ce qui veut dire que les autres, on ne peut pas prouver. Voilà, alors ça fait l'objet de discussions, parce qu'il y a d'autres organismes qui travaillent aussi sur les médias, qui considèrent que cette distinction n'a pas à être faite. Là, comme nous avons travaillé avec Reporters sans frontières, et que pour RSF, c'est un élément, eux considèrent qu'il faut absolument avoir toutes les preuves pour dire qu'ils ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, on a respecté cette exigence de la part de RSF, même si, et ça, il convient de le dire, d'autres organismes considèrent que cette précaution, est peut-être excessive. Donc voilà, je livre ça à nos auditeurs qui en font ce qu'ils veulent, si je puis dire. Mais voilà, c'est une méthodologie adoptée par RSF, et donc qui leur permet de faire cette distinction. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle n'en a pas? Je laisse chacun libre de choisir ce qu'il veut en tirer comme conclusion. L'important, en tous les cas, c'est de montrer ce nombre de journalistes tués. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, à partir du moment où vous êtes gazaoui, vous êtes une cible. Et donc, de savoir si le bombardement a eu lieu à ce moment-là parce que vous étiez en train d'écrire votre article, ou parce que vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, effectivement, c'est difficile d'avoir les preuves pour aller jusqu'au bout de cette logique. Exigence qu'on ne retrouve pas partout, et vous en parliez au tout début de notre entretien, cette idée de décrédibiliser le travail des journalistes. Je vais me permettre de citer à nouveau, là nous sommes page 99, de nombreux journalistes de Gaza ont été indûment désignés comme militants du Hamas, et même
combattants. En novembre 2023, une photo non datée montrant un photographe de presse en compagnie d'un dirigeant du Hamas a été publiée par une organisation israélienne, accompagnée d'un article mettant en cause l'intégrité de 5 autres reporters de Gaza travaillant pour les médias étrangers Reuters, Associated Press, New York Times, CNN. L'article laissait entendre qu'ils étaient au courant à l'avance de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Malgré les démentis des agences de presse et l'absence de preuves, plusieurs représentants du gouvernement israélien ont complaisamment repris ces fausses informations. Vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, Israël, dans ce domaine-là, passe son temps à attaquer sans donner la moindre preuve, mais en sachant très bien que la première information qui sort, c'est celle qui reste. Vous avez beau après démentir, apporter des éléments, ce que va retenir le grand public, c'est cette première information qui aura été donnée, même si elle n'est absolument pas documentée, si elle ne repose sur aucune preuve. Mais ce que va garder en tête le grand public qui a entendu ça, c'est de toute façon, évidemment, une partie des journalistes dans la bande de Gaza, ce sont des Gazaouis et donc ils sont forcément proches du Hamas. Et ce qui est terrible dans ce genre de propos, c'est que vous avez beau après démentir ou même demander que des preuves soient apportées, elles ne sont pas apportées, mais peu importe pour Israël. L'important, ça a été de décrédibiliser et de faire en sorte que ce soit ça simplement qui reste dans la tête des gens. Alors, à propos de décrédibiliser, il faut qu'on parle de l'agence... Bien sûr. Alors, comment on dit ? L'UNRWA. L'UNRWA. Enfin, moi, en français, je dis l'UNRWA. L'UNRWA. Je vais tout à l'heure donner une citation, mais donc cet organisme créé, je crois, en 48, c'est ça ? Oui, 49. C'est une organisation qui a été une agence de l'ONU qui a été créée justement pour gérer la question des réfugiés après la création de l'État d'Israël et le départ de nombreux Palestiniens de leur maison et qui se sont retrouvés dans des camps à Gaza, au Liban, en Jordanie, en Syrie essentiellement, qui sont les camps les plus... Et en Cisjordanie, bien évidemment, aussi, il y a eu des camps. Et donc, cette agence a été créée pour leur apporter un soutien, puisqu'ils étaient complètement démunis, n'ayant plus rien. Et donc, c'est une décision de l'Assemblée générale de l'ONU, et qui, normalement, cette agence doit disparaître le jour où la question des réfugiés est réglée. Or, jusqu'à aujourd'hui, la question n'étant pas réglée, eh bien, cette agence continue à fonctionner. Et Israël vise cette agence maintenant depuis des années, parce que cette agence lui rappelle en permanence que la question palestinienne n'est toujours pas réglée et que le sort des réfugiés n'est pas réglé. Et là encore, on voit maintenant, depuis le 7 octobre 2023, cette volonté d'Israël de délégitimer, de décrédibiliser cette agence de l'ONU pour la faire disparaître, comme si de faire disparaître l'UNRWA permettrait de faire disparaître la question palestinienne. Et c'est vraiment ça l'objectif qui est derrière cette volonté de dire que cette agence, c'est n'importe quoi. Et alors cette agence est devenue persona non grata il y a quelques jours, puisque Israël a dit fini. C'est fini, vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus travailler. Ce qui a suscité là, pour le coup, quelques réactions. Oui, quelques réactions, mais quelles seront les conséquences ? Est-ce que l'ONU va en tirer des conséquences ? C'est quand même une agence de l'ONU. Et donc, moi, je suis effarée par la façon qu'a Israël de traiter l'ONU et comment l'ONU ne réagit pas. Je rappelle que le secrétaire général de l'ONU est persona non grata en Israël. Que Netanyahou, Premier ministre israélien, lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, a fait un discours dans lequel il a dit que l'ONU était un marécage antisémite, que l'UNRWA maintenant est visée et dont les activités sont interdites en Cisjordanie, évidemment dans la bande de Gaza, mais ça a commencé maintenant au lendemain du 7 octobre 2023. Et ça part de quoi depuis le 7 octobre 2023 ? C'est qu'Israël a déclaré, quelque temps après, qu'il y avait des employés de l'UNRWA qui avaient combattu aux côtés du Hamas et que certains avaient même participé au massacre du 7 octobre 2023. L'UNRWA, tout de suite, dans son directeur, Philippe Lazzarini, a tout de suite licencié les personnes qui étaient visées par les propos tenus par Israël, avant même de mener les enquêtes, pour couper l'herbe sous le pied des Israéliens et pour que l'agence ne soit pas touchée
par ces déclarations. Les enquêtes ont été menées. La première chose que Lazzarini a demandé, c'est les preuves à Israël. Jusqu'à aujourd'hui, les preuves n'ont pas été données par Israël qui permettraient de conforter l'idée selon laquelle des employés de l'UNRWA ont participé. Je rappelle simplement que l'UNRWA comporte 30 000 à peu près employés, dont 13 000 dans la bande de Gaza. On parle, après l'enquête menée par l'ONU, par l'UNRWA, qu'il y a sûrement 7 personnes dont le cas peut être problématique. Et là, je rappelle, sans qu'Israël, à ce jour, n'ait encore donné les preuves pour les accuser. Israël parlait du double, je crois. Oui, au départ, on était à 15. C'est ça. Les enquêtes ont démontré qu'on arrive à 7 problématiques et qui ont été licenciées depuis, mais les preuves ne sont toujours pas arrivées. Donc, 7 personnes sur 13 000 employés, déjà, il s'agit quand même, je pense, de prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. Il a été confié à l'ONU et en la personne de l'ancienne ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, une enquête qui a dit, là aussi, et les résultats de l'enquête disent que les mécanismes de contrôle de l'UNRWA font partie des mécanismes les plus poussés qu'une agence de l'ONU n'ait jamais mis en place pour justement limiter cela. Que des employés de l'UNRWA, qui sont des Gazaouis qui vivent à Gaza, que certains soient proches du Hamas, c'est une évidence absolue. Les gens vivent dans leur environnement. Ce ne sont pas des gens qui sont hors sol. Ils sont dans leur environnement. Est-ce que pour autant, même s'il y en avait 7 qui avaient participé, ce qui n'est pas, et je le répète, c'est important, ce qui n'a pas été prouvé aujourd'hui, est-ce que ça mérite qu'on jette toute l'UNRWA, qui est la seule organisation qui est capable d'apporter le soutien aux Palestiniens, non seulement en termes d'aide alimentaire, sanitaire, d'école, c'est l'UNRWA qui gère les écoles, qui permet de scolariser les enfants. On est dans une disproportion là aussi qui est absolument épouvantable en termes de conséquences sur la population. Parce que si Israël arrive à faire disparaître l'UNRWA, non seulement de la bande de Gaza, mais de la Cisjordanie et des autres camps palestiniens à travers les pays voisins, ça veut dire que vous n'avez plus aucune aide qui rentre, plus aucune scolarisation de ces enfants. Et vous imaginez les conséquences que ça va impliquer. Et pour la bande de Gaza, je finis là-dessus parce que c'est un point qui me paraît important, Israël a un objectif, faire disparaître l'UNRWA de la bande de Gaza, de remplacer ce travail fait par cette agence par des entrepreneurs privés palestiniens qui travailleront avec les Israéliens, qui seront des collaborateurs, mais surtout Israël pourra à tout moment arrêter l'aide humanitaire en fonction de ses besoins parce qu'il travaillera avec des entrepreneurs privés. Donc on voit bien aussi tous les risques qu'il y a derrière, évidemment, de corruption, de trafic, enfin, pas besoin de faire de dessin très long. Et donc c'est une situation qui est mais d'un danger absolument monumental pour toutes ces populations palestiniennes qui vivent grâce à cette aide apportée par cette agence. Faire disparaître l'UNRWA, c'est éventuellement faire disparaître ce genre de citation. Elle appartient, celle-ci, au directeur de l'UNRWA qui déclare, c'était le 12 mars de cette année, vertigineux. Le nombre d'enfants présumés tués en seulement 4 mois à Gaza est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans l'ensemble des conflits dans le monde. C'est sur le chapitre sur les populations civiles, mais comme depuis le début, on ne parle que de ça, je conseille à toutes et à tous de se reporter à votre chapitre pour avoir plus d'informations. C'est ça qu'on veut faire disparaître. Il y a Bobourne dans le chat qui vous demande que fait l'ONU, à quoi sert-elle ? Mais écoutez, l'ONU, là, elle sert quand même à permettre encore à l'UNRWA de continuer à travailler, ce qui n'est quand même pas rien. Oui. C'est même essentiel, même si on voit que cette agence est remise en question. Est-ce que l'ONU va se battre pour maintenir ce fonctionnement de cette agence qui est absolument indispensable pour les Palestiniens? Je l'espère, en tous les cas. Donc, moi, c'est vrai que je considère que difficile de balayer d'un revers de main en disant l'ONU sert à rien pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que le secrétaire général
générale les persona non grata, qu'il y a vraiment une attaque en règle de la part d'Israël contre l'ONU, mais c'est quand même une structure qui permet quand même d'acheminer l'aide humanitaire. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui participe de ce système, qui aussi là a réussi à mettre en place une campagne de vaccination contre la polio dans la bande de Gaza, parce qu'on cette maladie a refait son apparition et vous imaginez les conséquences à terme pour tous les enfants qui pourraient être atteints de cette maladie. Donc, ça a été l'objet d'une négociation qui a été très longue avec Israël, mais l'OMS a quand même réussi à envoyer les doses de vaccins et le personnel sur place a pu quand même faire la première campagne et le rappel. Donc, c'est quand même absolument essentiel et s'il n'y avait pas ça, eh bien, ça n'aurait même pas lieu. Donc, même si c'est très frustrant, et cette frustration à l'égard de l'ONU est absolument manifeste, en particulier dans cette guerre, c'est une évidence absolue, eh bien, toutes les agences, en tous les cas, qui travaillent autour, sont des agences qui font quand même un travail absolument formidable. L'UNICEF, qui est l'agence de l'ONU qui s'occupe des enfants, eh bien, qui essaye d'acheminer de l'aide pour porter secours aux enfants. Donc voilà, je continue à considérer que même si, je le répète, c'est extrêmement frustrant, eh bien, il y a quand même des actions et des actions essentielles qui continuent à être menées par un certain nombre d'agences de l'ONU. L'UNICEF, dont vous citez un communiqué daté du 5 avril 2024, intitulé « Tués, affamés, traumatisés, 1 million d'enfants affectés par la guerre ». 90% de la population est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et dans ce même chapitre, vous donnez à lire une enquête d'un journaliste anglais du Guardian qui démontre que dans les hôpitaux de Gaza est révélé le fait que des enfants petits sont visés par des snipers. L'article est bouleversant. Oui, il est saisissant cet article. Hein. Oui, absolument. Oui, c'est vrai que ce dont on s'aperçoit dans tout ce conflit, c'est que les enfants ne sont absolument pas épargnés par la violence. Mais quand il y a des bombardements qui sont... Alors, il y a des bombardements indifférenciés, donc de toute façon que ça tue sans civil, donc femmes et enfants, peu importe, que des snipers s'amusent, parce que je crois que c'est vraiment de cet ordre-là, hein, à viser sur tout ce qui bouge. On voit bien que c'est... Il y a des images d'ailleurs sur les réseaux sociaux, même si moi je n'y suis pas beaucoup, mais des soldats israéliens qui se filment en train de commettre des exactions, parce qu'on est encore côté société israélienne et armée israélienne dans un effet tel de sidération depuis le 7 octobre 2023 que du coup ça a impliqué des comportements où les règles d'engagement, et ça je crois que Guillaume Ancel aussi en parle dans son introduction, absolument. Les règles d'engagement ne sont pas respectées. Alors les règles d'engagement, ça veut dire... pouvoir tuer, hein, c'est ça quand même. Oui. Il traduit, hein, oui. Il traduit en langage. Voilà, règle d'engagement, ça a un côté un peu comme ça. Absolument. Mais normalement, il y a certaines règles quand même. Et là, effectivement, tout a volé en éclats et tout est possible. Et donc même de toucher des enfants. Donc à ceux qui n'auraient pas compris, tirer sur un enfant qui traverse une rue. Oui, parce que c'est pas dans les règles d'engagement. Voilà. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Et pour certains, finalement, il vaut mieux tuer aussi les enfants, parce que les enfants sont les futurs terroristes, parce que c'est ça la logique. Bien sûr. Et qui est là aussi, ça ce sont des propos qui ont été tenus par certains ministres d'extrême droite, je cite toujours les deux mêmes, parce que c'est quand même, Smotrich et Ben-Gvir, ce sont quand même les pires en la matière en termes de déclaration, qui considèrent que de toute façon, il faut aussi, que les enfants ne sont pas forcément à mettre à l'abri, parce que ce sont des futurs terroristes, tout simplement. Et donc il vaut mieux régler le problème à la base. Eh bien, disons que s'il y a 1 million d'enfants traumatisés par la guerre, les bombes, il est évident que là-dedans, il y aura... Absolument. Eh bien oui. Et pire que ce qui vient de se passer. La dévastation des lieux, si vous voulez bien, on peut aussi en parler, c'est le chapitre 6, parce que ce qui se passe rappelle précisément des bombardements, des tapis de bombes, etc., qu'on n'avait plus vu depuis un certain nombre d'années. Vos auteurs parlent d'urbanicide, c'est ça ? De quoi il s'agit exactement ? En fait, là, il s'agit de Peter Harling, qui est un chercheur qui a fait l'introduction sur le chapitre sur les destructions. Et Peter, effectivement, utilise ce terme d'urbanicide en expliquant que finalement, l'idée, c'est de tout détruire pour rendre le territoire invivable, tout simplement. Et effectivement,
la stratégie mise en œuvre aboutit à ce résultat, que de toute façon, même s'il reste une population, évidemment, Israël n'a pas tué 2 millions de personnes, de toute façon, le territoire est dans un tel état qu'on ne peut plus y vivre. Et donc, ça conduit à quoi? Au fait que, lorsque la guerre s'arrêtera, l'obsession des Gazaouis, ce sera quoi? Ça sera de partir, puisqu'ils ne pourront plus vivre sur ce territoire, parce que non seulement tout a été détruit, donc on parle simplement aujourd'hui dans les derniers rapports qu'il faudrait au moins 12 ans pour enlever tous les gravats de la bande de Gaza après tous ces bombardements. Que toutes les terres, et certaines qui sont des terres agricoles, quand même, parce qu'il faut bien que les gens se nourrissent, les terres sont complètement dévastées et il n'y a aucune agriculture possible. Et donc, que va devenir ce territoire une fois le cessez-le-feu décrété? Comment les Gazaouis pourront-ils continuer à vivre dans ce territoire qui sera devenu invivable parce que tout a été détruit? Non seulement les habitations, les écoles, les universités, jusqu'aux cimetières qui ont été retournés, les terres agricoles dévastées. Comment vous vivez dans un tel territoire? Vous l'avez dit un peu vite, 12 ans. Il faudrait, si ça s'arrêtait aujourd'hui, 12 années pour déblayer les débris des immeubles, les restes. C'est une étude qui a été faite par une agence de l'ONU, dont c'est le travail d'évaluer ce genre de situation. Et donc, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que l'ampleur des destructions de ce territoire, c'est de l'avis des observateurs qui travaillent sur ces questions, c'est vraiment du jamais vu. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait au début de cet entretien. Cette stratégie mise en œuvre, elle ne consiste pas simplement, si je puis dire, à lutter contre une organisation qui a commis des massacres. C'est une volonté délibérée de rendre la vie impossible, donc de faire disparaître les Palestiniens. On est vraiment dans cette stratégie qui est qu'il faut qu'ils partent. Évidemment qu'Israël ne va pas tuer 2 millions de Palestiniens, mais l'objectif à terme, après cette guerre, c'est d'ouvrir les portes, pas en direction d'Israël, en direction de l'Égypte, et qu'ils partent tous. Évidemment que ce n'est pas possible non plus. Mais que va devenir cette population après un tel désastre, une telle calamité, une telle violence? Et le terme de violence paraît tellement faible par rapport à l'ampleur de la réalité sur le terrain. Et je pense qu'il y a, puisque logiquement, enfin, ça paraît impensable de se dire que les Palestiniens vont tous être tués à l'issue de ce conflit. Évidemment que ce n'est pas possible, on ne peut pas tuer 2 millions de personnes. Mais l'idée, je pense, dans cette violence exercée par Israël, et ça va être valable aussi dans le cas du Liban avec la guerre qui se déroule actuellement, c'est d'obtenir une reddition totale des populations qui autour d'Israël, pour leur dire, vous voyez, vous avez voulu vous soulever, vous avez voulu, vous avez cru que vous pouviez nous mettre en difficulté, mais avec la force de frappe dont on dispose, parce que nous, on est soutenus par les Américains, eh bien, ne vous amusez plus à refaire quoi que ce soit, parce que voyez ce dont on est capable. Et donc l'idée, je pense à terme, c'est d'obtenir une reddition totale des populations et pour leur dire maintenant que rien ne peut se passer. Ce qui me paraît dingue, parce que je ne vois pas comment on peut faire disparaître une population comme ça. Mais c'est vrai que pendant quelques années, on peut imaginer que l'obsession de ces populations, ça va être simplement de vivre et de se reconstruire. Et donc Israël pourra dire, voyez bien, on a eu raison, parce que finalement, il n'y a que la force qui marche. Parce que ce qui est frappant dans cette guerre, je trouve, et moi qui me glace le sang, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on est simplement dans un rapport de force où il n'y a aucune place pour une discussion, une négociation. Les quelques tentatives de cessez-le-feu qui avaient été acceptées par le Hamas ont été refusées par Israël. Parce qu'Israël ne veut pas d'une négociation, ne veut pas d'une discussion. Israël veut d'une reddition totale. Et comme il est plus fort parce qu'il dispose des moyens militaires, il peut se permettre de rester dans cette logique, et qui est une logique qui me dit qu'on est revenu complètement à la loi du talion. Il n'y a plus de règles internationales, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est je suis le plus fort, je t'écrase et tais-toi parce que de toute façon tu n'as rien d'autre à faire. Et ça pour moi, c'est un des enseignements, l'enseignement le plus dramatique de ce qui se passe. Je ne l'ai pas écrit dans mon introduction parce qu'on était encore juin, juillet et je me disais il y a peut-être quelque chose.
j'ai des propos beaucoup plus durs aujourd'hui parce que la situation a continué à se dégrader de façon dramatique sans que ça suscite la moindre capacité des Américains, parce que soyons clairs, ce sont les seuls aujourd'hui qui peuvent arrêter cette guerre, qui ne le font pas. Et donc, je vois l'ampleur de ce qui se joue sous nos yeux et de ce que ça va dire aussi de cet ordre international qui laisse faire une monstruosité pareille au nom de la sécurité d'Israël. Et là, il y a quand même une vraie question. Évidemment qu'Israël a droit à la sécurité. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais les Palestiniens ont droit à une sécurité. Et il n'y aura pas de sécurité d'Israël en dehors d'une sécurité aussi donnée aux Palestiniens. Et tant qu'on n'est pas dans cette logique-là, mais c'est un désastre absolu. Agnès, on a démarré il y a 1h20. Déjà Mais c'est pas fini. Hein. Non, mais... si ça vous va. Oui, bien sûr. Ni vous, ni moi n'avons employé le terme génocide. Pourquoi ? Alors moi, c'est vrai que dans le livre, je ne l'ai pas utilisé parce qu'on était encore dans ces discussions autour de ce terme de génocide. Est-ce que c'est un terme qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser ? Je ne suis pas juriste. Donc c'est vrai que de sa manière, je délègue la responsabilité aux juristes de travailler et de nous dire s'ils considèrent qu'on peut utiliser ce terme de génocide. J'ai aussi eu à cœur peut-être de ne pas l'utiliser parce que c'est un terme qui d'emblée suscite une polémique. Et que moi j'utilise crime de guerre, crime contre l'humanité, nettoyage ethnique, qui sont des termes qui pour moi sont aussi forts que le terme de génocide, mais qui bizarrement ne suscitent pas la même polémique. Et donc plutôt que de prêter le flanc à une polémique qui empêche de regarder la réalité, je préfère jusqu'à aujourd'hui utiliser des termes qui sont incontestés. Pourquoi ? Alors que il n'y a pas de raison. Mais je trouve que du coup, de rentrer dans cette polémique, ça pourrait affaiblir le propos que je tiens, parce que je considère que vraiment les termes de crime de guerre et crime contre l'humanité sont aussi forts que le terme de génocide. Maintenant, nous sommes pratiquement début novembre, et il y a de plus en plus d'historiens israéliens qui utilisent ce terme de génocide. Et donc maintenant, c'est un terme que je pense que je m'autoriserai à utiliser, même si je considère que, c'est aux juristes à donner tous les éléments pour déterminer si on peut l'utiliser. Je crois qu'on peut utiliser sans aucune difficulté le terme d'intention génocidaire. Il y a une petite nuance. Mais voilà, c'est plus de la prudence, mais pour éviter que ce soit un écran de fumée qui empêche et qui soit un prétexte pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe. Je n'ai plus tout à fait, et c'est embêtant, en tête le terme de la Cour pénale internationale, c'est risque génocidaire. Oui, c'est ce qu'ils utilisent. Netanyahou est accusé de risque génocidaire. C'est le terme, et c'est pour ça que pour l'instant, je reste sur cette définition. Alors je vais, si vous le voulez bien, prendre quelques questions du chat qui sont remontées par Pauline, que je remercie. Alors, ça va dans tous les sens. Une des nombreuses cathédrales, c'est son pseudonyme, vous demande « Merci madame de faire émerger ces réalités dans un livre. Êtes-vous invitée dans les médias mainstream ?» Oh oui, je participe à de nombreuses émissions. Alors, pour ne pas les citer, sur la 5, Arte, Public Sénat, des radios, France Inter, France Culture. Voilà, donc pour l'instant, c'est que du service public. Oui, essentiellement du service public. C'est marrant. Ben non. Non, Et France 24, ils vous ont invité? Oui, bien sûr, j'y vais très régulièrement. Ouais, c'est la maison là-bas. Non, France 24, j'y vais aussi très, très régulièrement. RFI aussi, bien évidemment. Non, je suis invitée. Alors, c'est vrai que moi, pour être très clair, il y a des chaînes sur lesquelles je ne veux pas aller parce que je considère que l'espace de parole n'est pas intéressant et biaisé. Voilà, donc je vais aussi dans des émissions et dans des espaces où je trouve qu'il est intéressant de parler, de s'exprimer. Alors, la SFECA nous dit, pour votre invité, et quand et pourquoi les gouvernements occidentaux et la France en particulier ont commencé à se plier à l'injonction de l'État israélien, vous êtes avec nous ou contre nous, autrement dit, si vous êtes contre notre politique, vous êtes antisémite.
Vous ne rentrez pas dans cette discussion dans le livre. Votre livre, c'est le livre noir de Gaza, c'est vraiment la Palestine. Mais évidemment que ça existe, hein, cette accusation. Il y a peut-être des gens qui vont considérer que vous avez tenu un propos anti-juif, antisémite. Et qu'est-ce que vous... Est-ce que vous intériorisez cette critique déjà? Est-ce que elle est en vous? Et qu'est-ce que vous y répondez? Je sais très bien qu'avec certains propos que je peux tenir, pour certains, je dois être considérée comme antisémite, alors que je suis dans de l'analyse et que je me considère évidemment pas comme antisémite, et que la critique de la stratégie menée par Israël ne peut en aucun cas être assimilée à de l'antisémitisme. Le drame dans lequel nous sommes aujourd'hui, et ça Netanyahou en joue parfaitement bien, c'est que dès que quelqu'un critique sa position, il est tout de suite traité d'antisémite, et c'est vraiment le drapeau rouge qui est en permanence agité pour légitimer une politique qui est injustifiable. Ce que fait Israël aujourd'hui est injustifiable, et de dire cela n'est en aucun cas être antisémite, bien évidemment. Donc on est dans un paradoxe qui est absolument terrible, où finalement il s'agit aussi d'exercer des pressions de certaine manière pour que les critiques n'aillent pas trop loin, puisqu'il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès selon laquelle on peut être accusé d'antisémite. Moi j'essaye simplement d'être la plus j'aime pas le terme d'objectif, ça n'a pas de sens, mais la plus claire, la plus honnête dans la façon de qualifier ce qui se passe, et de pouvoir relater ce qui se passe sur le terrain, voilà, de la façon la plus basique, hein. Et c'est pour ça que ce livre, ce sont des faits et des faits, et là c'est incontesté et incontestable. Mais ce tournant, en tous les cas, pour revenir à l'histoire de l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est assez ancien en France, mais il y a eu une accélération sous le gouvernement actuel, hein, avec ce projet de loi à l'Assemblée nationale d'assimiler antisémitisme, antisionisme, antisémitisme, et qui a été pour moi enfin c'est dramatique, parce que c'est une façon d'empêcher aussi tout débat et tout dialogue. Parce que si vous commencez à critiquer l'État d'Israël, ce que je fais et que j'assume, eh bien, on peut me traiter d'antisémite, ce qui est une absurdité totale. C'est pas parce que je critique la politique d'Israël que je suis antisémite. Enfin là, il y a quelque chose que je trouve de profondément scandaleux, grave, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de réflexion possible, il n'y a plus d'analyse possible, et qu'il s'agit d'essayer de faire taire des voix qui, elles, critiquent, parce qu'il y a lieu de critiquer. Enfin, c'est mon droit, en tous les cas, de critiquer. Et pas simplement de critiquer pour critiquer, mais en me basant sur des faits, des éléments qui sont des éléments objectifs, parce que c'est une réalité sur le terrain. Les bombardements, c'est une réalité sur le terrain. Il y a Martège Leski qui nous dit dans le chat, ça fonctionne très bien cette stratégie de diabolisation. À mon taf, personne n'en parle. Les soupçons d'antisémitisme envers les gens plutôt sensibles à la cause palestinienne ont été évoqués dès le 9 octobre. Il y a Sanseverina que je salue, qui vous dit « Ah, je vous ai vu sur LCI où Rochepin a été infâme avec vous ». Alors, je suis allée 2 fois sur LCI et depuis, je n'y retourne pas. Effectivement, il m'avait mis en face du porte-parole francophone de l'armée israélienne. Ah oui. Donc, je pense que tout le monde qui suit cette question l'a déjà croisé l'a entendu sur les plateaux, parce qu'il est invité en permanence. Et c'est vrai que ça a été une séquence que j'ai trouvée particulièrement pénible, parce que d'abord, je ne savais pas qu'il serait en duplex lorsque j'ai été invitée. J'ai trouvé que c'était évidemment pas très correct. La moindre des choses, c'est de dire qui sont les invités, surtout quand il y a un invité de cette nature. Alors, j'y serais peut-être allée quand même, parce que j'estime qu'il faut aussi parler avec cette personne, mais j'ai trouvé que le procédé n'était pas très correct. C'est le moins qu'on puisse dire, et que depuis, j'y suis pas retournée, parce que j'estime que... Alors, je suis retournée dans une émission, mais qui a parlé que du livre, qui était une très belle émission un dimanche matin, où j'ai eu 20 minutes avec une journaliste qui avait lu le livre. Et là, ça a été vraiment une belle émission, respectueuse, et ça s'est très, très, très bien passé. Mais oui, c'est vrai que du coup, ce genre de débat, ça ne m'intéresse pas, surtout avec le sentiment de me faire piéger avec un invité qui évidemment avait beau jeu de me dire « Madame, vous n'avez pas été sur les lieux du massacre du 7 octobre, vous parlez de votre siège parisien, vous êtes une romantique », enfin avec des propos tout à fait scandaleux. MTPSN vous demande si c'est pas pour faire disparaître le Hamas, c'est pour faire disparaître quoi? Le peuple palestinien.
tout simplement. Que les Palestiniens n'aient plus envie de rester sur cette terre, parce que cette terre est considérée par, en tous les cas en partie l'extrême droite, mais qui, de sa manière maintenant, est soutenue par une partie des Israéliens, pas tous, hein, il s'agit aussi de faire la distinction, considérant que les Palestiniens n'ont plus de droit de cité et que depuis le 7 octobre 2023, eh bien, la démonstration est faite que la vie n'est plus possible, la cohabitation ou deux États côte à côte n'est plus possible et que donc il faut qu'ils partent. Et donc il faut rendre les conditions telles qu'ils partent. Sur l'actualité, après je vous libère, sur l'actualité récente, postérieure à la sortie du livre, mais ça n'enlève rien à l'importance de ce livre. Voilà, je pense qu'il faut l'avoir, il faut le lire, il faut picorer. Si vous voulez pas tout lire, vous pouvez. Enfin, picorer, c'est bien gentil parce qu'on picore pas. Je veux dire, on est dévasté quand on lit le livre, parce qu'au fond, on apprend beaucoup de choses, on comprend mieux beaucoup de choses. Mais l'actualité fait qu'il y a le Liban maintenant, il y a l'entrée en jeu des autres pays. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, pour moi, c'est la poursuite de cette stratégie qui a été mise en place à Gaza. C'est-à-dire, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, l'objectif, c'est vraiment la reddition de l'ensemble des pays de la région. Donc, après avoir touché, anéanti, pour reprendre l'expression israélienne, le Hamas, même si on voit bien qu'il en reste évidemment quelque chose, eh bien, c'est de poursuivre le travail maintenant vis-à-vis du Liban, vis-à-vis du Hezbollah, qui est vraiment aussi une milice autrement plus importante aux yeux d'Israël. Et c'est vrai que le Hezbollah étant rentré en guerre contre Israël en soutien au Hamas au lendemain des attentats du 7 octobre 2023, eh bien l'idée c'est qu'il faut absolument sécuriser cette bande de nord d'Israël à la frontière sud avec le Liban, oui, et donc d'en finir avec ce que représente la menace qu'est le Hezbollah, et avec l'idée pour Israël d'attaquer l'Iran, parce que ce qui est vraiment dans l'idée d'Israël, au-delà du Hezbollah, c'est l'Iran, parce que c'est le grand danger pour Israël, qui le vit en tous les cas comme tel, et donc là aussi de sa manière de pousser l'Iran à rentrer en guerre, parce que Israël a le sentiment qu'il peut vraiment mettre en difficulté l'Iran. Parce que si Israël rentrait en guerre contre l'Iran, eh bien les Américains seraient à leur côté et donc il ne resterait plus grand-chose de l'Iran, en tout cas des installations, en particulier nucléaires, qui est l'objectif d'Israël, c'est d'anéantir toutes les capacités potentielles nucléaires de l'Iran. Donc on est dans la même stratégie. Quand on voit comment aujourd'hui Israël bombarde le Sud-Liban, c'est exactement la même stratégie qu'à Gaza. Tous les villages du Sud-Liban aujourd'hui sont complètement détruits, il n'y a plus rien. Et avec l'idée, là encore, comme dans le nord de la bande de Gaza, de faire une zone de 10-20 km en gros jusqu'au Litani, qui est ce fameux fleuve, et qui permettrait comme ça d'assurer cette zone de sécurité dans laquelle finalement la vie aussi ne serait plus possible, et avec l'idée que, alors peut-être pas sur 20 km, mais sur plusieurs kilomètres en tous les cas, que ces villages libanais à la frontière ne soient plus habités. Et donc, tout a été complètement détruit avec, comme on le voit, maintenant plus d'1 million de Libanais qui sont déplacés dans le pays. Donc, c'est cette même stratégie de dire, voilà, maintenant, on est les plus forts, on arrête, on détruit tout, et reddition totale à nos conditions. Et la nouvelle paix, enfin la paix qui émergera au Moyen-Orient, sera la paix aux conditions d'Israël, et c'est la seule, finalement, c'est le seul objectif, et que d'une certaine manière, Israël est en train de mettre en œuvre. Ultime question, ça fait 1h30 que j'ai le bonheur de discuter avec vous, et il y a du monde dans le chat qui vous écoute, qui vous remercie. Agnès, qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h30 ? On a essayé de dire, d'expliquer, de peut-être mieux comprendre quels sont les enjeux de cette guerre, pourquoi cette guerre, quelle est la stratégie d'Israël, parce que c'est quand même l'acteur principal dans ce conflit, et d'essayer de redonner une vie aussi aux Palestiniens. Moi, vous savez, ce qui m'a importé aussi dans ce travail, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une volonté, maintenant depuis des années, d'invisibiliser les Palestiniens, en créant un mur en Cisjordanie entre les Palestiniens et les Israéliens, de mettre cette barrière de sécurité autour de la bande de Gaza. Les Palestiniens ne sont plus visibles. Si vous ne les voyez plus, ce ne sont plus des êtres humains, et donc vous êtes dans un processus de déshumanisation. Et cette déshumanisation est à l'œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, les Israéliens vous disent
pas tous, et il s'agit évidemment d'être prudent, mais il y a une majorité. Les Palestiniens, pour nous, n'existent plus, on ne veut plus les voir, on ne veut pas plus en entendre parler. Et ça, c'est quand même l'aboutissement, me semble-t-il, de cette stratégie d'invisibilisation qui a conduit à la déshumanisation, qui fait qu'aujourd'hui, les Israéliens, une partie des Israéliens n'a plus la moindre empathie pour ce qui se passe de l'autre côté de la bande du mur de la bande de Gaza, que les télévisions israéliennes ne montrent pas ce qui se passe dans la bande de Gaza en dehors des images de l'armée israélienne, et qu'une partie de cette société israélienne ne veut même pas aller chercher ailleurs les images pour voir ce qui se passe. Ça, ils ne veulent plus en entendre parler, tellement ils ont été traumatisés, sidérés par ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, et c'est peut-être un mot que je n'ai pas utilisé, mais qui est essentiel, est le résultat d'une politique coloniale. Israël est un État colonial qui continue à vouloir coloniser, imposer sa stratégie, sa politique, quitte à faire disparaître la population qu'il est en train de coloniser. Et cette déshumanisation, pour moi, c'est aussi l'objet de ce livre, de lutter contre la déshumanisation des Palestiniens. Les Palestiniens sont des êtres humains, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, et que ça, de cette manière, on a tendance à l'oublier, en parlant d'un côté de chiffres, et de l'autre côté, quand on parle des Israéliens, quand on parle des otages israéliens, et c'est important évidemment d'en parler, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ce sont des images, des photos, des histoires, les familles qui en parlent, et donc ils sont incarnés. Côté palestinien, on va parler de chiffres de 10 000, 20 000, 30 000, 43 000, et c'est tout. Et donc de lutter contre cette déshumanisation est aussi l'objectif non seulement de ce livre, mais de ce dialogue que j'ai avec vous, parce que pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et alors, je rajoute une petite question pendant que le chat vous remercie comme Twitcher84. Merci Agnès, c'était vraiment intéressant. Ça fait du bien d'entendre des voix comme la vôtre. Je m'adresse à l'ancienne patronne de France 24. Vous pensez quoi du dispositif là? Moi, je trouve ça formidable parce que c'est un lieu d'abord où on a le temps, on peut s'exprimer, c'est chaleureux et en même temps, tout peut être dit. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange qui est très honnête. Et ça, je pense que c'est essentiel et qu'un lieu comme ça, ça n'a pas de prix. Oh, vous pouvez faire des dons, oui. Les amis. Ça n'a pas de prix, mais il y a des dons. Bon, allez, on va pas faire un appel aux dons après la Palestine. Merci beaucoup, Agnès, c'était super. Merci d'être venu. Il faut que je prenne une photo de vous pour faire la petite vignette. Voilà, là, il y a la référence de votre livre, Le Livre Noir de Gaza. C'est publié au Seuil, des rapports que vous avez minutieusement choisis, sélectionnés, collectés. Vous voulez redire quels sont les... Tenez, je vous laisse lire votre couverture. Les différents rapports que nous avons, il y a les grandes ONG comme Amnesty International, mais aussi une organisation palestinienne qui s'appelle Al-Arq, B'Tselem, qui est une organisation israélienne. Alors, il y a tous les bureaux de l'ONU, donc je ne vais pas citer, mais il y a l'UNICEF, l'OCHA, mais il y a aussi Médecins sans frontières, RSF, Reporters sans frontières. Il y a aussi des articles de presse qu'on n'a pas mis sur la couverture, mais de Haaretz, qui est ce grand journal israélien de gauche. Alors, tous les journalistes ne le sont pas autant, mais Gideon Levy en particulier. Il y a aussi des articles de Palestine Chronicle, qui sont donc des articles de journalistes palestiniens, mais Mediapart et Le Monde aussi. Il y a une très belle enquête très intéressante de Mediapart, de Gwenaëlle Lenoir, qui est une journaliste qui fait un travail formidable aussi. Voilà, donc on a essayé de réunir 972, qui est ce site palestinien, israélo-palestinien, que je vous recommande, qui s'appelle Plus 972. 972, vous savez, c'est l'indicatif téléphonique d'Israël, d'où le nom de ce site. Et vraiment, ils font un travail absolument formidable et les journalistes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, mais je salue leur travail parce que c'est très très utile et heureusement qu'ils sont là. Voilà, donc j'ai sûrement oublié certains des rapports, des organisations, mais en tous les cas, on a essayé d'être assez large pour avoir le plus de points de vue sur cette réalité de la bande de Gaza. Et même si les rapports, comme vous l'avez dit, ont été arrêtés d'être collectés en avril,
Ce qui est important, je crois, c'est là de montrer le mécanisme qui est à l'œuvre. Et c'est vrai qu'on pourrait faire maintenant, malheureusement, un tome 2 avec des nouveaux rapports, mais qui ne font, j'allais dire, que confirmer tout ce qui est déjà, me semble-t-il, réuni dans cet ouvrage. Merci beaucoup Agnès pour votre travail. Merci, nous dit Turbinos. Merci pour tout, vous dit Trank. Merci mille fois, vous dit Marquise Sadique. Très grand merci madame, vous dit Sorcière, pas à pas, passionnant. Hâte de lire le livre. Fantastique, nous dit Hollandel. Grand respect pour cette dame. Sans citron, merci beaucoup pour... oui, non, mais vous savez ici, ils savent que le fascisme n'est pas loin, donc ils prennent des noms à la con, parce que comme ça, voilà. Merci beaucoup pour votre voix et votre taf qui n'a pas de prix, vous dit Sans citron. Voilà, je vous laisse lire les autres. Merci beaucoup. Je prends votre photo, je mets une petite scène de pause. Moi, je reviens pour discuter avec les gens du chat et notamment pour leur parler des invités. Oh, j'aurais dû vous en parler aussi. Mince, allez, un dernier truc, allez, j'en profite. Puisque demain, on a 2 émissions sur les États-Unis. Ouais. On a parlé des États-Unis qui ont un rôle premier, cardinal, dans cette guerre. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, pour l'observatrice du Proche et du Moyen-Orient que vous êtes, que ce soit Trump ou Harris? Alors je crois malheureusement pas grand-chose, si ce n'est que si Trump quand même gagne cette élection, là il y a un vrai risque de guerre avec l'Iran. Parce que l'obsession du nucléaire iranien pour Trump, on sait ce que c'est. Il avait déchiré l'accord sur le nucléaire en 2018. Donc ça, c'est quand même... Et tout ce qui se passe dans la région est quand même une conséquence de la stratégie mise en place par Trump avec son fameux deal du siècle, le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, les accords de normalisation dont on a parlé au début de l'émission entre Israël et certains pays arabes. Donc c'est aussi la conséquence de cela. Donc, si c'est Trump, ça sera pire, mais si c'est Kamala Harris, je crains que ça n'apporte pas véritablement d'amélioration aussi évidente qu'on pourrait l'espérer. Merci beaucoup Agnès, et j'admire les personnes de savoir, nous dit Hollandel. Voilà. Et ben, voyez. Eh bien, passez une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous en prie. Et donc, scène de pause et je reviens, les amis, dans quelques instants. Merci beaucoup, Agnès, et à bientôt. Merci à vous surtout.